Aujourd'hui, je vais te parler du parcours associé au menteur de Corneille de 1644, mensonge et comédie. Et donc, je vais commencer tout de suite. Je ne vais pas définir mensonge et comédie, bien que ce serait, je pense, très utile, mais je pense que ton cours le fait déjà. Quoique, non, j'ai qu'à le faire. Ok. Aujourd'hui, je vais te parler du parcours associé au menteur de Corneille de 1644, mensonge et comédie. Je vais commencer déjà en définissant très brièvement les deux termes du parcours. Donc déjà, mensonge, il faut le comprendre ici comme des paroles trompeuses qui visent donc à subvertir la vérité. Cette idée ici, elle est intéressante parce qu'il y a deux choses dans le mensonge. Il y a à la fois ce qu'on fait, c'est-à-dire subvertir la vérité, dire quelque chose qui n'est pas réel. Et puis il y a la question des intentions, c'est-à-dire que souvent dans le mensonge, il y a quand même l'idée de tromper, c'est-à-dire qu'on sait quelle est la vérité et on décide de dire autre chose à l'autre pour qu'il n'ait pas accès à cette vérité. Et cette question de l'intention, par contre, elle pose de toute façon une question morale. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on décide de tromper quelqu'un? Et rien qu'en utilisant le mot de tromper, on donne déjà au mensonge une connotation négative. Et cette dimension-là, elle est très présente dans l'œuvre si on vient creuser un peu plus loin. De l'autre côté, on a comédie. Comédie, ici, il faut évidemment le voir comme le genre de la comédie dans le théâtre. Comédie, c'est aussi le terme qui permet de parler du théâtre en entier. Donc il ne faut pas oublier aussi cette dimension-là qui vient non pas parler d'un type de pièce de théâtre, mais qui vient parler des pièces de théâtre dans l'ensemble. Et puis, comédie, bien sûr, c'est défini en tant que genre par rapport à la tragédie. C'est aussi défini en tant que genre par la dimension comique, évidemment, le ton comique. C'est défini aussi normalement par une intrigue qui doit se finir bien et qui est finalement plutôt légère. Et puis surtout par des situations de la vie quotidienne, de la vie ordinaire. Alors ici, on n'a pas forcément des personnages ordinaires, puisque finalement on a des nobles. Cela dit, ce ne sont pas des nobles des hautes sphères. Et puis, c'est quand même des considérations assez primaires, notamment autour du mariage, qui est très marqué dans la comédie. La comédie est souvent centrée autour de questions de mariage. Voilà pour ce qui est de définition très rapide de ces deux termes. Le « et » dans le parcours associé, évidemment, appelle à ce qu'on fasse des liens entre le mensonge et la comédie, c'est-à-dire comment le mensonge nourrit la comédie, comment la comédie doit être perçue à travers le spectre du mensonge. Bon, alors c'est un parcours associé quand même assez évident au vu du genre de la pièce, mais aussi au vu du titre de l'œuvre, évidemment, Le menteur de Corneille. Donc on est vraiment au centre ici de l'œuvre par le parcours associé. Le mensonge, ici dans l'œuvre, il a déjà une fonction comique, c'est-à-dire qu'il permet, le mensonge, de donner son genre à la pièce, son genre comique à la pièce. Notamment parce que le mensonge est à la source de plusieurs comiques, du registre comique de la pièce. Je vais reprendre pour ça les différents types de comiques qu'on peut retrouver dans la pièce et vous montrer en quoi à chaque fois c'est le mensonge qui est en son centre. Déjà premièrement, on a le comique de situation. Donc par exemple, un exemple de mensonge qui amène un comique de situation, c'est Dorante qui ne sait plus le nom des personnes qu'il a donné à son père pour désigner sa fausse femme et son faux beau-père. C'est aussi Dorante qui raconte le duel avec Alcippe à Cliton en disant qu'il l'a laissé pour mort et qu'il a gagné son duel. Et en fait, juste après, Alcippe arrive sur scène et Cliton, bien sûr, de manière ironique, dit « Ah, on voit quelqu'un qui est revenu d'entre les morts ».
qu'il apparaît vivant. Donc là aussi, on a un comique de situation puisque, alors même qu'on vient de dire que le personnage est mort, le personnage apparaît sur scène. Donc c'est ça aussi qui crée, bien sûr, le rire, suscite le rire. Ensuite, on a aussi le comique de mots grâce au mensonge, puisque finalement, Dorante, quand il raconte ses mensonges, c'est toujours très hyperbolique, très exagéré. Et donc, jusqu'à l'absurde parfois, hein, vraiment, il y a un grossissement ici, notamment par exemple dans le mensonge du festin, quand il raconte donc ce banquet qu'il aurait donné à une jeune femme la veille, alors qu'il n'était même pas encore, qu'il était en train de dormir. Ce qui est très drôle, c'est l'accumulation des bateaux qui sont fleuris, qui sont extrêmement décorés, avec une accumulation de musiciens en train de jouer, puis une accumulation de mets qu'ils sont en train de manger, et puis surtout ce grossissement final avec ces feux d'artifice qui rendent évidemment le récit assez drôle parce qu'il en fait des tonnes, c'est trop en fait. Et dans ce cas-là, ça en devient drôle par cette accumulation de détails qui rendent l'histoire assez invraisemblable en réalité quand on réfléchit. Ce qui amène ce comique de mots avec aussi un comique de caractère finalement, puisque on a une accumulation de mensonges très gros, très grossiers, qui sont quand même difficiles à croire, et pourtant les personnages y croient, ou y croient en partie, ce qui crée comique de caractère, puisqu'on a une série de crédules, notamment dans le personnage de Géronte, une crédule magnifique, hein, de ce vieux père qui est prêt à croire tous les mensonges de son fils. Et puis aussi le ridicule jaloux, Alcippe, qui par la jalousie est complètement aveuglé et qui est prêt à croire tous les mensonges que dit Dorante sans faire preuve de bon sens, sans utiliser en fait ses connaissances sur le monde pour se rendre compte que ce que vient de lui raconter Dorante ne peut pas avoir eu lieu. Aussi c'est intéressant, on a une sorte de comique de caractère autour du personnage de Dorante qui s'empêtre dans ses mensonges, qui tombe, qui trébuche aussi parce qu'il se fait lui-même attraper par le mensonge avec Clarisse qui se fait passer pour Lucrèce, et même ce quiproquo qui fait que tous les mensonges deviennent un petit peu une sorte de fuite en avant et qui rendent le personnage un petit peu ridicule. Bien qu'il reste quand même assez admirable, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Puis on a évidemment un comique de geste, par exemple dès le début de la pièce, comique de geste lié au mensonge, puisque dès le début de la pièce, Clarisse, quand elle rencontre Dorante, si elle le rencontre, c'est parce qu'elle fait semblant de tomber, et elle fait semblant de tomber pourquoi ? Pour attirer Dorante vers elle, puisqu'elle a dû le voir de loin et le trouver très à son goût, et donc elle voulait avoir son attention. Donc là aussi, il y a une sorte de comique, puisqu'on peut imaginer aussi l'actrice en faire des tonnes dans cette chute, dans cette fausse chute. Ensuite, donc ça c'est pour la fonction comique du mensonge. Ensuite, le mensonge a aussi une fonction dramatique, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire avancer l'histoire, hein. Donc je le disais bien, comédie, ça peut aussi être utilisé pour parler de la pièce de théâtre dans son ensemble, et donc ici de son aspect dramatique, c'est-à-dire de sa construction, de l'enchaînement des événements les uns après les autres. Et effectivement, c'est bien le mensonge qui fait avancer la narration ici dans la pièce, enfin, qui fait avancer l'intrigue dans la pièce. En effet, si les scènes et si les situations s'accumulent, c'est bien parce qu'il y a une fuite en avant parce que le personnage s'empêtre dans ses mensonges. On le voit notamment avec Géronte. On a un premier mensonge qui appelle un deuxième mensonge, qui appelle une troisième situation. Donc, tu vois ici, l'intrigue, elle est appelée par les mensonges. D'abord, Dorante ne veut pas se marier avec la personne à laquelle son père veut le marier, donc il invente un premier mensonge. Ensuite, son père veut rencontrer cette famille, il est obligé d'inventer un deuxième mensonge, de dire que en fait, cette famille qu'il a inventée, sa femme serait enceinte. C'est pour ça qu'elle ne pourrait pas venir à Paris. Il est obligé d'inventer de nouveaux prénoms, puis d'inventer de pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes prénoms que la première fois. Et ensuite, quand Géronte arrive, on a une sorte de dénouement où là, avec un ultimatum, hein, tu vois, il y a vraiment cette espèce de fuite en avant à cause des mensonges qui viennent
rendre nécessaires en fait les événements qui s'enchaînent. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que il y a un jeu ici dans la pièce entre le mensonge et l'erreur. Ce sont deux choses qui sont très similaires, dans le sens où le mensonge, je sais que je ne dis pas la vérité, tandis que l'erreur, je ne sais pas que je ne dis pas la vérité. Et il y a ce jeu-là dans la pièce, puisque l'autre chose qui fait avancer l'intrigue, c'est bien le quiproquo du début, qui vient s'agencer avec le mensonge, et c'est le quiproquo qui est à l'origine aussi de l'enchevêtrement, de l'entremêlement de la situation qui implique des péripéties et un dénouement à la fin. C'est bien parce que Dorante ne sait pas qu'en fait Clarisse est Clarisse et que Lucrèce est Lucrèce que par exemple, je reviens donc à la situation avec le père, il se retrouve à dire à son père qu'il ne veut pas épouser Clarisse parce qu'il croit que Clarisse était Lucrèce. Alors que s'il n'y avait pas eu ce quiproquo du début, la pièce n'aurait pas lieu. Oui, ça aussi, dire que c'est une fonction dramatique, c'est que le mensonge et le quiproquo sont à l'origine de la pièce. Sans le mensonge et sans le quiproquo, il n'y a pas de pièce, il n'y a pas d'intrigue. Aussi, le mensonge a une fonction dramatique dans le sens où il met en jeu, il met en lumière, il met en tension même, c'est-à-dire en friction, les différentes motivations profondes des personnages. Si les personnages mentent, c'est parce qu'ils ont des désirs et qu'il y a des obstacles à leurs désirs. Alors, c'est intéressant, le mensonge, c'est à la fois un obstacle qui mène l'intrigue, c'est-à-dire que le personnage de Dorante, par exemple, se met des obstacles sans le savoir et en mentant, et il doit continuer à mentir pour s'en sortir. Donc voilà. Mais en plus de ça, le mensonge, c'est aussi pour obtenir des choses. Et dans les pièces surtout du classique du XVIIe siècle, l'intrigue, c'est souvent le cas dans les pièces de théâtre, elle avance par les paroles des personnages. C'est-à-dire que les actions des personnages sont des actes de parole. Et ici, le mensonge, il a ça de particulier qu'il fait advenir des situations réelles à partir de propos faux. C'est quand même assez paradoxal et assez intéressant. Donc par exemple, Dorante, ça le mène à se marier avec Lucrèce à la fin sur une base complètement fausse et sur des choses complètement erronées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quelle est la motivation première des personnages pour mentir, que ce soit Clarisse ou Dorante d'ailleurs, le mensonge est relié à ce processus de libération. Dorante, il veut se libérer du poids qui lui pèse socialement, qui l'empêche de vivre bien, de s'épanouir dans cette société, et surtout du contrôle parental. Ça qui est assez jouissif dans cette confrontation avec Géronte, c'est que une part de nous a envie que Dorante réussisse à manipuler son père, parce qu'on adore voir ce genre de situation dans lesquelles les fils réussissent à surpasser leur père, à défaire les plans de leur père par ruse. On adore ces situations-là où l'autorité est dépassée et surmontée par des jeunes gens. Ensuite, pourquoi est-ce que le mensonge a une fonction dramatique dans l'œuvre? C'est parce que c'est le mensonge qui permet une tension dramatique pour le spectateur, une sorte de suspense. Parce qu'à chaque moment, on se dit que Dorante manque d'être révélée, que la supercherie soit révélée à tout moment en fait. Et finalement, même quand c'est le cas avec Clarisse, où Clarisse, en se déguisant en Lucrèce, elle cherche en fait à révéler la supercherie. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, Dorante, il dit la vérité. Il justifie en fait ses mensonges, notamment celui qu'il a dit à son père qu'il était déjà marié, pour justifier le fait qu'il veut se marier avec qu'il croit être Lucrèce, mais en fait c'est bien Clarisse qui est en train de lui parler.
Et c'est au moment où il dit la vérité qu'on ne le croit pas. Donc ça aussi, il y a quelque chose de très intéressant derrière. Et on a cette tension tout au long de la pièce jusqu'au dénouement, parce que quand il se retrouve face à Lucrèce et à Clarisse, il est complètement perdu, il finit par se rendre compte de son erreur au bout d'un moment et par réussir à retourner la situation. Mais c'est ça aussi qui crée toute la saveur de la pièce, c'est au bout d'un moment on se demande, comme Cliton d'ailleurs, parce que Cliton est un petit peu le spectateur témoin, voilà, il est un peu la figure du spectateur à l'intérieur de la pièce. Cliton, lui aussi, à chaque fois, il se pose la question, et il le dit même à voix haute à Dorante, comment est-ce qu'il va bien pouvoir s'en sortir. Notamment parce que Dorante a la fâcheuse habitude de se piéger lui-même par l'accumulation de ses mensonges. La tension dramatique, elle vient aussi du fait que le spectateur, au bout d'un moment, lui aussi, il est un petit peu perdu. Alors, même s'il est rendu fortement complice de tous les mensonges de la pièce, c'est-à-dire que même quand les personnages ne savent pas qu'on est en train de leur mentir, le spectateur très souvent il le sait, ou en tout cas il peut s'en douter parce qu'il connaît tous les autres éléments de la pièce que ne connaissent pas les personnages. Donc cette double énonciation permet au spectateur d'être le complice à la fois de Clarisse mais aussi de Dorante par exemple. Mais il est vrai que parfois on a du mal tout de même à distinguer le vrai du faux, même si on a beaucoup plus d'indices que les personnages eux-mêmes, ce qui crée aussi cette tension dramatique. Ensuite, le mensonge a une fonction morale, et c'est très important parce que pour la comédie, parce que pour deux raisons. Premièrement, c'est parce que, et je reviendrai là-dessus après, ou même dans une autre vidéo, c'est que Corneille cherche à donner ses lettres de noblesse à la comédie, et donc à en faire une comédie de mœurs, c'est-à-dire une comédie qui cherche aussi à instruire son spectateur, même si principalement le divertir, hein, c'est ça son but premier, mais cherche aussi à l'instruire, et notamment à proposer, dans cette comédie de mœurs, à proposer une critique de la société, et donc la fonction morale est primordiale dans une comédie. Donc la question se pose évidemment, la première question qu'on se pose quand on pose la question de la morale dans la pièce, c'est bon, est-ce que le mensonge rend Dorante condamnable? Est-ce que c'est un personnage condamnable? Après tout, il ne cherche jamais à mentir pour nuire autrui. Il ment pour servir ses propres intérêts, et quand on regarde la validité de ses intérêts, j'y reviendrai plus tard, on peut se poser la question si ce sont des intérêts valides ou pas, d'ailleurs. Il ne cherche pas à tromper pour faire du mal. Par contre, il est vrai, pour nuancer mon propos, qu'il cherche quand même parfois il trompe par plaisir. Juste par plaisir de dire quelque chose de faux. On peut voir ça, par exemple, quand il ment à Cliton en disant qu'il a gagné son duel avec Alcippe. Quel intérêt il pourrait en ressortir? De toute façon, Cliton, c'est simplement un valet, donc est-ce qu'il cherche vraiment à l'éblouir pour des raisons sociales, c'est-à-dire pour des raisons de statut? C'est difficile à croire, puisque Cliton, c'est son valet. Donc là, voilà, il sait que de toute façon, un jour ou l'autre, son valet va savoir la vérité, puisque Alcippe est quand même un proche de Dorante, donc ils sont amenés à le revoir. Donc, Dorante sait très bien ici que son mensonge va être percé à jour à un moment ou à un autre. Donc on peut vraiment se dire que là, il lui ment juste pour le plaisir de mentir. Vraiment juste pour le plaisir de raconter une bonne histoire. C'est peut-être même pas le plaisir de mentir, c'est peut-être juste le plaisir de raconter un récit flamboyant et épique dans lequel il ressort glorieux, et dans le fait d'avoir un moment de divertissement pour lui. C'est-à-dire que lui, je pense qu'il trouve beaucoup de plaisir à mentir, à raconter des fables, mais aussi pour donner du plaisir en fait à son auditoire, puisque Cliton clairement se retrouve dans une position de quelqu'un à qui on raconte des contes et qui est complètement ébloui par l'histoire qu'il raconte, et donc ici il y a quelque chose pas de positif, mais quelque part de positif dans
dans cette façon de raconter des histoires. Et puis Dorante, on peut lui trouver aussi quelque chose de presque héroïque, ou en tout cas du virtuose, puisqu'il a un talent digne d'admiration, notamment c'est ce que relève Cléton plusieurs fois dans la pièce, mais notamment à la fin, qui le met au-dessus de la mêlée. Et puis finalement, est-ce que Dorante cherche tant à tromper que cela? Après tout, ces mensonges sont tellement délirants qu'on peut se demander si lui ne cherche même pas en fait à ce qu'on le croie vraiment, et cherche plutôt à pointer la crédulité de ses victimes. De plus, le personnage n'est pas vraiment condamné finalement dans la pièce, puisque la morale de la pièce est assez ambiguë. Dorante n'est pas puni à la fin. Tout le monde, à la fin, il se retrouve avec la femme qu'il finit par aimer, avec Lucrèce. En plus, il y a vraiment un jeu qui fait qu'il est presque puni, mais finalement, comme il a un changement d'avis au dernier moment, il se retrouve même avec la meilleure solution la solution qui lui convient le mieux. Donc il y a vraiment comme une sorte de cadeau à la fin, même donné à Dorante. Donc il n'est vraiment pas puni. Puis en plus, on a Clyton à la fin qui dit même comme en sa propre fourbe un menteur s'embarrasse, peu sauraient comme lui s'en tirer avec grâce, vous autres qui doutiez s'il en pourrait sortir, par un si rare exemple apprenez à mentir. Donc là ici il est fait même de Dorante une forme d'exemple pour le spectateur, un exemple de ce qu'il faut faire pour pouvoir mentir, donc un exemple de virtuosité et d'habileté à mentir. Et donc ici, il n'y a pas du tout de condamnation du mensonge, mais plutôt une condamnation du mauvais mensonge, du menteur qui ne serait pas suffisamment habile pour mentir. De plus dans la pièce, alors pourquoi est-ce que la morale est ambiguë? C'est aussi parce que dans la pièce, tout le monde ment, ou presque. Les rares personnes qui ne mentent pas, c'est probablement Alcippe, mais lui, il est aussi rendu ridicule par son atroce jalousie, qui le rend encore plus ridicule que tous les autres, puisque ça fait de lui un personnage peu raisonnable. Et puis, même Géronte, en fait, il ment, puisque quand il apprend de Philiste qu'en fait son fils lui a menti, il ne le dit pas tout de suite, il lui pose des questions pour le mettre en difficulté. C'est une forme de mensonge, puisque c'est une forme de dissimulation de la vérité, du fait qu'il connaît la vérité. Et puis, en plus, le spectateur est rendu complice par cet effet dans la pièce de double énonciation, c'est-à-dire que le spectateur assiste un peu à toutes les discussions entre les personnages et donc connaît les tenants et les aboutissants. Le spectateur sait bien avant Dorante le quiproquo dans lequel il est tombé, et donc le spectateur est lui-même en fait un complice du mensonge durant toute la pièce. Alors, donc si on va plus loin que cette condamnation du mensonge, on peut se rappeler aussi qu'il s'agit d'une comédie de mœurs, et donc que le but de Corneille, c'est aussi d'énoncer une critique de cette société qui est fondée sur le mensonge et qui rend nécessaire le mensonge. Pourquoi Cléton appelle en mensonge? C'est parce que la situation culturelle ici de la noblesse les pousse à mentir. Pourquoi Dorante ment au départ? C'est pour avoir une existence sociale, pour avoir un statut social, un peu comme s'il n'avait pas le choix. Et c'est ce qui est rappelé, je ne sais plus, soit par Isabelle, soit par Sabine, je crois que c'est par Isabelle, qui rappelle qu'en fait, mentir pour séduire, c'est un peu un donné, c'est-à-dire que ça ne doit choquer personne. Tout le monde sait que dans la galanterie et la séduction de l'époque, tout le monde joue plus ou moins un jeu, ment plus ou moins pour séduire. C'est finalement un jeu de séduction qui autorise le mensonge. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Dorante qui ment. Clarisse aussi ment, puisqu'elle fait semblant de tomber pour l'attirer vers lui. En plus, Dorante est obligée de mentir pour se créer un statut social valorisant qui lui permet d'exister dans ce monde des Tuileries de la place royale, notamment se créer un statut social qui correspond aux valeurs de son époque, aux valeurs épiques et guerrières de son époque, et c'est pourquoi l'un de ses premiers mensonges donne à entendre un discours assez épique de ces différentes gloires militaires qu'il aurait eues.
Euh, mais à nouveau, je reviens toujours sur cette idée, c'est que les mensonges sont vraiment trop gros. Donc est-ce que Dorante cherche vraiment à ce qu'on le croit, ou est-ce qu'il cherche plutôt, en tout cas Corneille à travers la voix de Dorante, ne cherche-t-il pas plutôt à, à se moquer de ces discours grandiloquents qui sont mis en avant à l'époque? Est-ce qu'il ne cherche pas plutôt à mimer et à singer et à parodier finalement ces discours de la galanterie de l'époque, de la noblesse des Tuileries et de la place royale, et en fait de pointer du doigt cette société mensongère qui ne fonctionne que sur les apparences, et sur des apparences qui sont en plus finalement assez ridicules. Et puis en plus, si on va même plus loin et au-delà de cette critique de la société, c'est que la tromperie, dès le départ, pousse tout le monde à mentir, pousse au mensonge. Un peu Clarisse, elle se retrouve comme obligée de tromper Dorante, de le mettre dans donc de se faire passer pour Lucrèce, dans l'espoir de pouvoir révéler la supercherie. C'est-à-dire que le fait que Dorante mente pousse Clarisse à mentir à son tour pour pouvoir révéler le mensonge de Dorante, la supercherie de Dorante, et pour s'assurer de son honnêteté, ou pour l'acculer, pour l'obliger à être honnête. Et en plus, c'est vraiment une question ici cruciale, dans le sens où la situation est telle que les jeunes femmes, Clarisse est poussée à faire ça, puisqu'il s'agit quand même de son mariage. C'est-à-dire que pour elle, la question est cruciale parce que soit si elle n'arrive pas à révéler la vérité et à pousser Dorante à révéler le mensonge et à être honnête, elle pourrait se retrouver dans une situation où elle se marierait avec un menteur, avec quelqu'un qui va la tromper. Donc il y a ici quelque chose d'important, de nécessaire dans cette révélation par le mensonge. Voilà pour ce qui est des éléments pour répondre donc au parcours associé mensonge et comédie dans l'œuvre Le Menteur de Corneille. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre, et je te souhaite de bonnes révisions pour le bac.